J'espère que le sujet qu'on m'a invité à traiter aujourd'hui sera intéressant pour vous. J'ai pas mal réfléchi à ce que j'allais partager avec vous. Déjà, je le fais avec beaucoup d'envie et je suis très intéressé aussi par vos questions, mais aussi vos feedbacks et vos enrichissements, parce que je pense que le sujet que je vais traiter, il n'y a pas une vérité comme dans beaucoup de sujets d'ailleurs. Et donc je vais parler de SU et GG, qui sont deux personnages qui se rencontrent, SU étant les startups bien évidemment et GG les grands groupes. Et j'ai choisi ce sujet en étant très circonscrit afin d'être dans le partage sur des choses très concrètes qui peuvent nous parler à toutes et à tous, en tout cas je le souhaite, avec un témoignage qui n'engage que moi et non pas mon entreprise. C'est vraiment un témoignage issu du terrain, issu de l'expérience que j'ai pu avoir, à la fois avec les entrepreneurs et start-upers que j'ai pu rencontrer, mais pas uniquement le grand groupe Sanofi, qui est une entreprise de santé française, mais également mes collègues dans les grands groupes. Donc c'est vraiment en mon nom que je vais partager ces quelques enseignements qui sont très simples, qui sont du bon sens, du pragmatisme, mais surtout tournés vers comment rendre concret l'innovation, ce qui est pratiquement un pléonasme en soi, vu qu'une innovation qui n'est pas concrète, ce n'est pas une innovation, ce n'est qu'une idée. Ça, je pense qu'on est aussi aligné là-dessus. Et dans ce sujet-là, justement, ce que je vous propose, c'est quelques slides très simples, avec un ordinateur que je ne connais pas, c'est amazing, génial. Je voulais le traiter, le sujet, avec un pourquoi comment. Voilà, donc je vais vous parler du pourquoi, du comment, et je ne vous parlerai pas du reste. Et j'espère que si jamais ça vous parle, vous aurez des questions sur le reste, sur le qui notamment, ce qui n'est pas évident, mais aussi sur tout le reste. Le quand aussi est important. Donc le pourquoi. Pourquoi on va faire de la relation entre grand groupe et start-up un sujet, vu du côté du grand groupe, mais vu du côté du jeune entrepreneur ou start-upper aussi, il faut déjà avoir une conviction. Une conviction sur le sujet qu'on va adresser. Et aujourd'hui, quand on parle de sujet relation SU et GG, il est bien question d'innovation. Et l'innovation, c'est bien une idée qui va toucher les usages et qui va créer de la valeur. Peut-être pas que économique, mais en tout cas qui créera de la valeur sociétale, environnementale, organisationnelle, d'usage, et pourquoi pas économique aussi, direct ou indirect, etc. Et donc justement, il faut se dire, il faut être convaincu du pourquoi. Est-ce que c'est intéressant, par exemple, de faire entrer, et désolé pour les orateurs précédents, mais je rétropédale de manière un peu macro, mais est-ce que c'est intéressant de faire entrer les nouvelles technologies dans le monde de la santé ? On peut se dire à quoi ça sert d'évoquer la question. C'est pas aussi évident que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous êtes entrepreneur, si vous avez rencontré des grands groupes, quel que soit le domaine d'activité, il n'est pas toujours évident pour les grands groupes que les nouvelles technologies puissent être une opportunité. Souvent, c'est plus considéré, par exemple, comme une menace. C'est plus considéré comme une potentielle destruction de valeur, d'intermédiation, ou de désintermédiation si on est déjà intermédiaire. Mais en tout cas, ça fait du changement. Et ce changement-là, souvent, il est signe plus de menaces que d'opportunités. Donc je pense qu'il faut déjà avoir en tête, par rapport à l'interlocuteur qu'on a en face de soi, si pour lui, ça représente plutôt une menace ou une opportunité, et dans quel état d'esprit, et avec quelle valeur et quelle éthique le sujet va être adressé. Donc je vous ai donné quelques exemples là de bénéfices sur lesquels on peut être assez facilement d'accord, parce que ce sont des généralités, sur l'intérêt et l'apport des nouvelles technologies dans le milieu de la santé, à la fois sur la partie hors de l'entreprise, et donc vers les professionnels de santé, les patients, les payeurs, mais également pour l'entreprise elle-même. Simplification, agilité, changement de process, réflexion sur des nouveaux modèles de répartition des richesses, etc. Et ça, cette conviction-là, je pense qu'avant d'envisager une relation avec l'autre, il faut déjà connaître l'autre et pouvoir dire qu'on n'est pas uniquement dans l'injonction d'intention stratégique, mais qu'on a la réalité en face de soi et qu'on veut vraiment travailler avec des humains, parce qu'il est bien question d'humains avant de parler de catégories et d'entreprises de tailles différentes. C'est assez essentiel, de mon point de vue. Un deuxième pourquoi très macro. Ça, c'est mon président des années 80.
Le deuxième sujet, ça peut être le comment. Pourquoi comment? Et le comment, toujours du point de vue de l'entreprise. Et là, je prends un exemple qui est plus spécifique à l'entreprise Sanofi. C'est que si on se dit, tiens, je vais me permettre de lancer une stratégie d'accélérateur d'entreprise, de start-up, un incubateur, ou même ne serait-ce que développer des relations, si on n'a pas toutes les cartes de l'écosystème en main, globalement, ça tombe souvent à plat. Et quand je dis ça, encore une fois, c'est une expérience transverse et pas spécifique à l'entreprise qui me rémunère. Et du coup, je pense que la relation entre grands groupes et start-up doit s'inclure dans une stratégie qui est beaucoup plus globale et beaucoup plus large, afin qu'elle puisse prendre racine dans l'écosystème global. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai commencé mon activité sur l'innovation, non pas tout court, mais l'innovation ouverte, il y a plus de 2 ans. Et la première chose que j'ai faite, j'ai fait des choses en interne, je vous en parlerai après, mais sur l'externe, je me suis dit, c'est pas possible qu'on ait un réseau où on connaît tous les professionnels de santé, où on travaille avec plein d'entreprises, mais toutes les nouvelles compétences, les nouvelles technologies représentent des clusters d'innovation qui nécessitent d'être explorés, mais aussi de s'y intégrer, voire de se faire adopter, et certainement avec une certaine humilité de la marque. Et je pense que l'humilité est un des facteurs clés de succès de la relation entre start-up et grands groupes. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à développer un écosystème qui n'est pas l'écosystème de l'entreprise Sanofi, mais qui est un écosystème complémentaire de l'écosystème historique. Je regarde combien de temps il me reste, parce que j'en suis qu'à la slide 2. 8 minutes. C'est presque fini, vous inquiétez pas, du coup. Donc, j'ai créé des relations bienveillantes avec des incubateurs. Donc, vous pouvez voir en haut de la slide ici, par exemple, c'est le côté un peu incubateur, alliance, cluster. Donc, on était early adopters et signataires de l'Alliance Innovation Ouverte, qui est une initiative publique. Également, partenaire d'incubateurs de start-up. Par exemple, l'incubateur public qui est porté par Paris Co, qui s'appelle depuis peu TechCare, qui s'appelait avant Boussico, qui est Vertical Santé. Puis c'était aussi très intéressant d'être partenaire d'incubateurs qui avaient d'autres modèles économiques. Et donc on a été très intéressé par l'initiative de Crédit Agricole avec le Village, donc ça s'appelle le Village by CA, qui est une pépinière de start-up. Et là, ce qui est en plus très intéressant, c'est que cet incubateur-là, il n'est pas spécifique à la santé. Et je pense que tous les sujets peuvent être intéressant à considérer de manière translationnelle dans la santé. C'est comme des fois on se dit tiens, est-ce que, en tout cas je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu cette question, mais est-ce que Google est légitime pour aller dans la santé? Je ne sais pas si vous avez un avis. Moi je pense que ce qui est le plus important, c'est l'éthique et les valeurs qu'on a quand on adresse un sujet aussi important que la santé, qui est un bien commun. En revanche, se dire que l'un ou l'autre n'est pas légitime, moi je ne suis pas très convaincu. Le fond de ma pensée, c'est de se dire que quand quelqu'un a besoin d'aide et est peut-être en train de tomber par terre ou s'est heurté le crâne contre le trottoir, on ne va pas faire un workshop ou une task force ou un think tank pendant 15 jours pour se dire que ça peut être intéressant que Dupont ou Durand est plus légitime aller ramasser la personne. Donc moi, très clairement, dans la santé, je pense qu'on ne sera jamais de trop quand on voit les défis qu'on a aujourd'hui, autant qu'hier d'ailleurs. Il faut rester assez humble aussi sur les progrès. Et qu'il est légitime pour chacun qui en a l'envie et qui en a un sens éthique aigu d'adresser un sujet de santé. Et je trouve ça génial aujourd'hui de voir plein d'entrepreneurs qui sont professionnels de santé. Moi, quand je suis sorti de la fac, je suis déjà trop vieux, mais quand je suis sorti de la fac, aucun de mes copains internes ou praticiens n'avait l'idée, alors j'avais peut-être des mauvaises fréquentations, mais n'avait jamais eu l'idée de se dire tiens, je vais monter ma boîte, alors encore moins une start-up, alors en plus avec des nouvelles technologies. Je ne vous dirai pas à quelle année j'étais à la fac, mais en tout cas tout ça c'était pas présent dans l'état d'esprit de ma promo par exemple, ni dans les promos précédentes, ni chez nos professeurs en médecine. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir qu'il y ait des entrepreneurs qui sont encore, entre guillemets, que internes, qui se lancent avec une ambition et une énergie, une création de valeur patente pour le système de soins. C'est une vraie chance pour tous, qu'on soit pharmacien, qu'on soit médecin, spécialiste, généraliste, mais aussi web designer, qu'on maîtrise le design thinking. Et là, j'entends justement dans ma slide, justement, de se dire que c'est intéressant pour nous, grands groupes, je vais y venir après, d'intégrer les nouvelles compétences, même avant les nouvelles technologies, mais les nouvelles compétences
et les nouvelles technologies au service de nos enjeux de santé. Donc les incubateurs, les startups, les clusters d'innovation, c'était déjà un premier pied et il fallait structurer notre approche afin d'être bien assis avant de commencer à travailler avec ces entrepreneurs qui, pour nous, au grand groupe, n'étaient peut-être pas ceux les plus instinctifs et c'était peut-être pas le plus simple pour travailler avec eux. Je sens que je vais dépasser mon temps de parole. Les startups, bien évidemment, je vais en parler un petit peu après, donc je vais passer. Il n'y a pas que les startups, il y a aussi les étudiants, je l'évoquais, maintenant les frontières entre qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors. Ce lieu superbe, moi, où je suis très ému d'intervenir quand je vois les noms qui sont au plafond, mais aussi les personnes qui sont en face de moi. On est à un endroit, et quand on est à un endroit, il y a aussi un envers. Donc tout ça fait que tout se mélange finalement et que travailler avec les étudiants, c'est aussi très important. Cet après-midi, j'ai passé une après-midi palpitante avec des étudiants qu'on a fait travailler sur des projets, des étudiants qui sont de l'ESSEC, de Centrale et de Strat College. Je connaissais l'ESSEC, je connaissais Centrale, et Strat, je ne connaissais pas vraiment en tant que médecin. Strat, c'est une des plus belles écoles de design européennes, qui est française, avec un rayonnement européen, voire mondial. Et ces étudiants-là, ils m'apprennent beaucoup tous les jours. Donc il y a aussi cette notion d'acquisition de connaissances qui n'est pas seulement, on va dire, amenée par l'opportunité de nouvelles technologies, mais vraiment rester centré sur l'humain aussi. Et c'est bien ça aussi la relation entre start-up et grand groupe, c'est sur l'humain. Donc CPI, ESSEC, Strat College, Châtenay-Malabry, mais c'est aussi CEA, CNRS, INRIA, toute cette recherche publique fondamentale qui est incroyablement créative en France. Et c'est un vrai parti pris aussi de se dire avec qui j'ai envie de travailler en tant que grand groupe, par exemple. Alors moi, je travaille en France, je suis pas au niveau monde, je ne suis pas corporate, je ne suis pas Europe, je suis France. C'est passionnant la France et je suis convaincu que je peux arriver à faire les plus beaux des projets avec des startups françaises. Ça, c'est une vraie conviction, avec des grands groupes français aussi, avec des étudiants français, et je fais ça tous les jours, et ça me nourrit énormément. Donc on travaille aussi avec des grands groupes, je cite là le Crédit Agricole, on est aussi en discussion avec d'autres grands groupes. On est plutôt partisans de partir sur des grands groupes qui sont hors santé, pour éviter la consanguinité et s'enrichir nos patrimoines génétiques mutuels en se mélangeant. Les associations de patients qui sont les représentants avec qui nous pouvons travailler, industrie pharma, important, crucial. Si on n'a pas ce point de contact avec le patient, qui va être très souvent l'usager final de l'innovation qu'on va porter sur le marché, c'est un peu difficile. Quel est le problème du patient ? Que va penser le patient de l'innovation qu'on va lui proposer en termes de services, en termes d'objets ? Si on ne lui demande pas régulièrement tout au fil du développement du projet avec la start-up, on risque de se tromper et puis on va se prendre le mur tous ensemble. Et il n'y a rien de plus désagréable que se prendre un mur, en plus avec des petits acteurs, on en porte une part de responsabilité. Et puis finalement des événements aussi. Alors on peut se dire, oui, pourquoi des événements ? L'innovation, beaucoup se disent, oui, c'est que de la com, c'est que de la com. Je pense que ce n'est pas de la com du tout. Simplement, à certains moments, il est utile et pertinent pour développer l'awareness de la marque, d'être présent dans des événements. Donc tout ça, on peut se dire, oui, mais quel lien finalement avec le sujet initial ? D'accord, une stratégie globale, et puis comment on va s'articuler ? Pourquoi il fallait d'abord être implanté comme ça dans l'écosystème avant de démarrer la relation avec des startups concrètement ? Une startup aujourd'hui, je vous donne un exemple très concret. Certaines startups, quand elles ont fini leur phase de R&D et qu'elles veulent avoir une certaine notoriété pour pouvoir proposer et remplir le bon de commande, parce que c'est bien ça la réalité quand même, c'est faire du chiffre d'affaires, c'est pas uniquement de décrocher des investisseurs, c'est le flux de trésorerie derrière et le bon de commande, c'est vraiment ça l'enrichissement d'une entreprise. Elle a peut-être besoin certaines fois de notoriété. Donc si moi, en tant que représentant d'une grande entreprise, je suis capable de lui dire « nous sommes partenaires de Cap Digital et nous faisons un événement chaque année qui s'appelle Futur en scène, qui est le plus grand festival du numérique, et je vous propose gratuitement des mètres carrés sur notre stand pour pouvoir faire valoir votre innovation », j'ai une proposition de valeur pour la start-up. C'est un exemple. Je vous évoquais également le board patient qu'on a mis en place, et avec aussi l'Université des patients. Ça, c'est des gens qu'on consulte régulièrement pour leur demander leur avis. C'est pour une start-up un peu l'usager final. En discutant avec des start-upers, il me reste 5 minutes en fait, j'ai triché.
En discutant avec des start-upers, ils m'ont dit, mais nous, on aimerait bien avoir accès aux patients, mais on ne sait pas du tout comment faire. Et là, moi, je les ai regardés, je leur ai dit, écoutez, nous, on a créé un board, et puis on a un lien avec l'université des patients, on peut peut-être voir ce qu'on peut faire. Autre proposition de valeur pour la start-up. Donc du coup, cet écosystème-là, quand on l'a posé, il est actionnable, et il faut l'actionner, sinon ça ne sert à rien, effectivement, c'est que de la com. Et en l'actionnant, on l'actionne ensemble. Et il faut voir du coup les besoins de chacun et se dire comment on peut s'entendre. Du coup, pour être encore plus concret, je reviens sur le pourquoi, toujours dans l'exercice pourquoi-comment, je reviens sur le pourquoi. Pourquoi on va avoir un intérêt maintenant conjoint? Là, je vais être plus sur le conjoint entre start-up et grand groupe. Désolé pour mes slides un peu old school, mais en tout cas, j'espère qu'il y a les messages qu'il faut. La complémentarité de compétences. Ce que j'ai remarqué aussi dans les petites entreprises, surtout ceux qui commencent à se fonder avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, mais certainement sans compétences peut-être scientifiques, mais qui ont le courage d'adresser un sujet scientifique. Combien j'en ai vu qui se sont fait un peu, entre guillemets, botter le cul, parce qu'on leur a dit « vous n'avez pas la légitimité ». Encore une fois, je reviens sur la notion de légitimité. Je pense qu'on est tous légitimes si on a l'éthique et les valeurs. Et du coup, ces jeunes entrepreneurs, on peut leur proposer, je vous donne cet exemple de compétences comme complémentarité, on a du légal, on a du réglementaire, on a de la pharmacovigilance, matériaux-vigilance, de la com, du business development, des ingénieurs brevets, on en parlait juste avant. Il y a beaucoup de compétences dans un grand groupe qui peuvent être partagées, qui font sens pour aider une jeune entreprise. Donc il y a déjà cette complémentarité sur les compétences, sur les assets aussi, sur les méthodes. Nous, on a certaines méthodes. Je ne dis pas que les nôtres sont mauvaises. Je ne dis pas que celle des startups avec le Lean Startup est la solution. Je pense que l'avenir en partie des méthodes marketing notamment et de développement de projets, hors R&D chimie, sujet que je ne traite pas aujourd'hui, je parle bien de l'innovation dans les nouvelles technologies medtech et pas biotech ou chimie. Je pense que la méthode de développement doit être entre le Lean Startup et ce que nous savons faire. Et du coup, il ne s'agit pas de se dire « ouais, c'est super de travailler avec les startups quand on est grand groupe, parce que je vais apprendre l'agilité, parce que je vais apprendre l'énergie. » Non, on a de l'agilité dans les grands groupes, on a de l'énergie aussi dans les grands groupes, ce sont plutôt des points communs, ça. C'est ce que j'ai mis en dessous, c'est de la synergie. Simplement, l'énergie du start-upper, tu n'as pas la même énergie que moi. J'ai retrouvé dans ton discours, dans ta façon de parler, de bouger, des éléments que je n'ai pas moi. En revanche, je pense que j'ai un feu bouillonnant et une passion intérieure aussi qui me pousse à avoir beaucoup d'énergie, à garder ma capacité d'émerveillement et à continuer à avancer chaque jour parce que c'est pas facile sur les sujets qu'on adresse en santé. Et ben, nos énergies, elles sont complémentaires. Je dis pas que l'énergie, elle est qu'à l'extérieur. La méthodologie, c'est pareil. Les méthodes, elles sont complémentaires. Nous, on travaille avec des process qui sont du vrai lean, comme ce qui vient de chez Toyota, affaires industrielles, avec l'analyse de process très complexe. La start-up, elle va être dans le post-it volant. Bah, entre les deux, on peut peut-être faire atterrir des post-it dans une temporalité qui convient à tout le monde, par exemple. Complémentarité en compétences, méthode, technologie. On a aussi beaucoup de techno dans les grands groupes, et il y a des technos qui nous échappent complètement. C'est pas grave. L'important, c'est de le savoir et de se dire comment on peut le développer ensemble après, parce que un tel ou un tel va avoir la techno, et il est prêt à co-construire avec nous, parce que justement, il y a des compétences complémentaires. La synergie, l'énergie, je viens d'en parler, les idées, le network, parce que je trouve que les idées, sans network, ça ne sert à rien, et les idées, il faut en parler. Et puis les valeurs. Et je pense qu'au-delà de la synergie, je vous ai passé le message tout à l'heure, la notion de valeur, elle est très importante aussi pour se dire, est-ce qu'on partage bien les mêmes? Et ça fait partie des questions qui doivent être adressées très tôt dans la relation entre grands groupes et start-up. Puis du coup, on se dit, quand même, c'est vachement sympa parce qu'on est aligné sur les complémentarités. On voit comment on pourrait développer une solution qui créerait de la valeur pour le patient, par exemple, ou le médecin, ou le pharmacien. Mais il y a quand même un risque. Et les risques, je ne sais pas dans la salle qui est plutôt du côté auto-entrepreneur, étudiant, plus du côté grand groupe, ou en tout cas entreprise de taille intermédiaire. Mais on projette très simplement, chacun de son côté, les risques. Un peu moins les opportunités. Ça dépend des mindsets, mais il y a, quoi qu'il arrive dans une organisation, quelqu'un qui vous dira c'est risqué, à quoi ça sert de le faire, et est-ce que c'est pas mieux de ne pas le faire, parce que comme ça, on est sûr de rien risquer. Le problème, c'est que ce qui est difficile pour moi ce soir, c'est de prendre la parole sur ce sujet-là, mais aussi de rester assis immobile. Je pense que l'immobilité, c'est un pas vers
la sénescence. Et quand j'évoque ça, justement, c'est qu'il faut rester en mouvement dans l'innovation, il faut faire un petit truc au moins tous les jours. Et donc si on ne tente pas, je pense que des problématiques peuvent apparaître assez facilement, que elles soient organisationnelles ou humaines. Le comment, du coup, comment on va faire si on se dit que finalement, on a une conviction commune, des valeurs communes, des synergies évidentes, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Comment? Se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a un intérêt de celui que j'ai en face à vouloir travailler avec moi? Je connais des start-upers qui sont allés voir des grands groupes pendant des mois et des mois et des mois et qui me disaient « mais je ne comprends pas, ils ne me répondent pas, je les relance, ça prend 6 mois, ça prend 1 an, j'ai jamais de réponse ». Et je leur demande « mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont vraiment envie de travailler avec des petits acteurs? Est-ce qu'ils n'ont pas envie, sur l'intelligence artificielle, de travailler avec Watson? Et que quelqu'un qui va innover dans l'intelligence artificielle en médecine, ça ne va pas l'intéresser? Parce qu'il y a IBM, c'est solide, c'est carré, j'y vais, bam, ou Dassault Systèmes, qui sont des partenaires incroyables. Mais est-ce que déjà, le partenaire que vous avez en face, le grand groupe qui vous semble être attractif, est-ce que vous avez réfléchi à vous dire, est-ce qu'il a vraiment envie de travailler avec des petites entreprises et encore plus, précisément, une start-up? Ça, c'est une question. Mais c'est pareil aussi pour le grand groupe. Quel intérêt j'ai, moi, grand groupe, à travailler avec une start-up? En tout cas, il faut au moins se poser la question, au-delà des généralités, dans le particulier. Deuxièmement, la volonté, je viens de l'évoquer. Troisièmement, la capacité. Est-ce que la start-up a la capacité d'être scalable si elle dit au grand groupe, moi, je sais faire ça, et on va appuyer sur le bouton, on le déploie sur un POC dans une région en France, sur une ARS, et puis deuxième étape, ça va être l'Europe ou worldwide. Ah ouais, super. Est-ce qu'il en est vraiment sûr qu'il va pouvoir y arriver? C'est comme la crise d'hypercroissance d'une entreprise, quand elle va faire une superbe levée de fonds ou qu'elle va faire une entrée en bourse réussie. Il faut s'accrocher au pinceau, ça secoue fort, très fort. Donc, est-ce que je suis vraiment en capacité de... Est-ce que je suis prêt? Puis au final, est-ce qu'il y a la confiance? 4 questions intéressantes, et je pense que les deux parties doivent se la poser. Voire même après, échanger les réponses pour être sûr de bien s'entendre. Une fois que ça c'est fait, très simplement, ce que j'ai mis en place très tôt dans mon activité début 2015, c'est déjà un contrat de coopération justement pour renforcer la notion de confiance. Un contrat de coopération qui n'a rien de financier. Un contrat de coopération, il n'y a pas de devoir de résultat, mais que des devoirs de moyens pour les deux signataires, grands groupes et start-up, fondés sur la confiance, sur 2 ans, et avec uniquement de l'in-kind dedans et pas de financier. Au-delà de ça, bien évidemment, une start-up a besoin aussi de contrats de prestation pour remplir son bon de commande. Et globalement, il faut des règles qui vont cadrer la relation. Du coup, sur la première notion, qui est le contrat de coopération, et j'en ai presque fini, la première question que je me suis posée, c'est un peu séméiologique, c'est une approche séméiologique, c'est quels sont les besoins d'une start-up? Avec une petite pyramide de Maslow, qui n'est pas de moi du tout, comme le reste, c'est que du bon sens et du partage avec les gens que je rencontre. Ils ont besoin de bureaux, d'un toit, du chauffage, un tuyau pour communiquer, c'est la base. Moyen de communication, il faut se faire connaître. Troisièmement, du financement, réseautage, accès à des grands groupes, accompagnement. Et en face, je me suis dit, dans mon activité, je serais capable de leur proposer quoi par rapport à leurs besoins? Parce qu'il va falloir que je m'adapte à cette verticale de pyramide de Maslow. Et du coup, je me suis dit, il faut que je sois en capacité de leur proposer des bureaux. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'ai fait des partenariats avec les incubateurs. Donc les startups avec qui on travaille, je peux leur donner accès de façon privilégiée et rapide à des locaux pour qu'ils s'installent. Tout bête, basique, mais ça fonctionne. Deuxièmement, les moyens de communication. Dans le grand groupe dans lequel je suis, mais dans tous les autres, on a des moyens de communication digitaux. On est très exposé sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, sur nos sites web qu'on a aussi, sur nos blogs, etc. Et ça, on peut envisager de partager notre part de voix. Et c'est pareil sur les événements. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de Futur en scène. Toujours tenter de se dire, est-ce qu'à un moment, c'est intéressant de frotter la start-up avec sa solution qui est prête vers le public, soit grand public, soit B2B, en fonction des besoins. Financement, réseautage, accès aux grands groupes. Je vais passer assez vite dessus, mais très clairement, je n'ai pas d'instrument d'investissement. En revanche, il y a le critère de confiance du label de la marque, peut-être du grand groupe, qui peut aider. Quand un start-upper m'appelle et qui me dit « Tiens, est-ce que tu pourrais pas vite me faire une lettre de reco parce que je suis en pleine levée de fonds et il me faut un peu plus de garantie pour faciliter la fin de la clôture de la levée ?» Ma réponse, c'est pas les délais, comme on dit, de 6 mois de réflexion, etc. La lettre, il y a le jour même.
C'est une question d'engagement humain. C'est pas uniquement le fait de se cacher derrière avec les process corporate, etc. C'est un engagement humain, à la fois au niveau de la start-up comme du grand groupe. Donc sur ces sujets-là, il y a aussi l'accompagnement, et donc là, il y a du coaching. Et c'est évidemment pas moi qui suis totipotent pour coacher, mais je vous donne un exemple. Il y avait un dirigeant, un fondateur de start-up, qui était un peu en difficulté, un peu dans la tourmente, parce qu'il avait des équipes difficiles à gérer sans qu'il ne soit là. Il avait du mal à déléguer, son équipe grandissait, il avait réussi une grosse levée. Et son sujet, son principal besoin, je lui ai demandé, mais tu as besoin de quoi? Parce que c'est bien ça aussi. Pareil, quand on va voir un grand groupe, il faut être capable de formuler autre chose que le pitch pour les investisseurs, ou bien de montrer les offres commerciales. Il y a un juste milieu. Et dans ce juste milieu, c'est formuler ses besoins. De quoi on a besoin pour y arriver? Et donc, sur ce sujet-là, il a fini par me verbaliser après un entretien un peu long, parce que c'est pas évident de partager ce genre de choses-là. J'ai besoin de coaching personnel. Je ne suis pas dirigeant d'entreprise jusqu'à maintenant. C'est arrivé comme ça, c'est arrivé super vite, j'ai besoin de coaching. J'ai trouvé quelqu'un qui l'a coaché, qui l'a accompagné pendant des mois. J'ai pas su du tout ce qui se passait, je ne savais pas ce qu'il se disait, je ne savais pas sur quoi il travaillait, c'était pas mon souci. Mais ce que j'ai su au bout de 6 mois, c'est que ça avait répondu à son besoin. Voilà. Et puis bien sûr, dans ce contrat de coopération, je vous ai dit, il n'y a pas de financier, c'est de l'in-kind. Du coup, on va demander à la start-up, avec une réciprocité proportionnée à ses moyens, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? C'est un travail d'équipe. Et donc du coup, je vous ai mis des exemples là qui ne sont pas en lien direct avec les cases qui communiquent, c'est plus des exemples. Moi, je vais leur dire, tiens, par exemple, toi, tu travailles sur les objets connectés en santé, plus spécifiquement sur ce domaine-là. Tu fais une veille concurrentielle, tu fais une veille des tendances, tu fais une veille du marché. Est-ce que tu veux bien partager ça avec moi? Ah ouais, c'est que ça? Je te rajoute juste dans la mailing list et puis tu reçois ça t'intéresse toi? Je dis ouais, plutôt que passer 2 heures par jour sur Scoopit pour faire ma curation, tu l'as fait à ma place, ouais. Donc moi je t'apporte des choses, toi tu me fais gagner du temps. Et puis en plus le temps que tu m'as fait gagner, ce que tu fais, tu le fais mieux que moi ce que je faisais. Et je vais pouvoir le partager en interne aussi et ça va servir à d'autres. Un exemple tout bête. Un autre exemple que je vous ai donné, network sharing. Pareil, quand je discute avec des entrepreneurs qui sont par exemple internes en médecine, il y en a quelques-uns avec qui je suis en contact, ils ont un réseau que je n'ai pas aujourd'hui. Dans les hôpitaux, dans les CHU, avec les grands professeurs, avec les projets qui réfléchissent à l'intérieur du système de soins, ils peuvent donner des idées et mettre en contact justement sur des nouveaux projets. Donc c'est source aussi de nouvelles idées et de mise en relation. Et ils savent le faire comme nous, on sait le faire aussi. Simplement, on ne s'apporte pas les mêmes personnes. C'est complémentaire. On est toujours dans la complémentarité. Je leur ai demandé de faire un board de start-up. On dit, voilà les gens chez nous, ils ont plein de super projets. On fait un board de patients pour demander l'avis des patients. Mais au final, c'est peut-être aussi une idée qui n'est pas bonne du point de vue de l'entrepreneur. Donc moi, je trouve ça intéressant que les start-upers puissent nous dire, toi, ton projet, il ne me paraît pas bien. Ou bien j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Ou bien, tiens, il faudrait peut-être que tu penses plutôt comme ça. Je vais aller plus loin. Sur le contrat de prestation, et je vais m'arrêter là, c'est ma dernière slide, sur le contrat de prestation et les règles de bon comportement entre start-up et grands groupes, ça rassemble un peu tout. Premièrement, c'est le point 3. Désolé, c'est pas très instinctif, mais il est au centre. Le 3, c'est un contact unique. Il faut être lisible, parce que l'organisation d'un grand groupe, pour beaucoup, c'est un énorme labyrinthe où avant de trouver le bon interlocuteur, on perd 6 mois, on perd 1 an. Or, 6 mois ou 1 an, sur un flux de trésorerie de start-up, ça peut être juste la fin. Rien que pour trouver la bonne personne, même pas savoir si la personne est intéressée. Trouver la bonne personne, 6 mois, 1 an. Donc, être lisible de l'extérieur. Donc, un point de contact, et en l'occurrence, pourquoi pas moi, pour l'entreprise que je représente. Deuxièmement, point 1, faire un feedback rapide. Quand je dis rapide, c'est 30 jours ouvrés, c'est déjà plutôt challenging de notre côté, mais au moins donner une réponse et pas laisser lettre morte pendant 6 mois, pendant 1 an, ou dire oui, peut-être le mois prochain, je pourrais vous dire, ou peut-être dans 2 mois. Non, c'est soit je suis en capacité de répondre, soit je suis pas en capacité, mais je tranche vite, parce que la start-up, elle a peut-être besoin d'aller voir d'autres personnes et pas attendre que, encore une fois, son flux de trésor commence à s'amoindrir jusqu'à commencer à avoir très soif et plus pouvoir avoir accès à l'eau. En interne, quelqu'un qui sera son interlocuteur, quelqu'un de concret, quelqu'un d'engagé, quelqu'un de compétent, qui va pouvoir être le lien et co-construire avec le start-upper,
Quatrièmement, ça, c'est un travail qu'on a fait avec les achats chez nous. C'est-à-dire que les premiers partenaires que j'ai eus quand j'ai commencé l'activité, c'était les achats et le juridique, qui sont finalement les deux derniers points que vous voyez, points 4 et 5. Par rapport à cette notion de flux de trésorerie, on ne peut pas payer une start-up à la réception plus 90 jours. Surtout si en plus la mission, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc en gros, ils sont payés je ne sais quand. Donc déjà, arriver à modifier les process en interne pour assouplir et s'adapter à ces gens-là. Donc 50% de paiement au début du travail ou à mi-chemin, et puis réduire au maximum les délais de paiement. Et donc on est passé à 30 jours au lieu de 90 jours. Ça, c'est des petites choses, mais qui en soi rendent complètement fluide et permettent d'accélérer la confiance et de travailler ensemble. C'est des choses assez simples. Les achats aussi ont fait un process pour référencer les startups qui permet justement de faciliter leur référencement. Quand un acheteur dans une grande boîte va dire « Tiens, moi, il faut remplir le questionnaire, vous l'envoyez sur une plateforme, et puis je regarderai et je reviens vers vous. » S'il y a une case chiffre d'affaires dans un grand groupe, je suis start-upper et je n'ai pas encore de chiffre d'affaires, je mets 0. Je ne suis pas sûr que les achats me recontactent. Donc on a été obligé de mettre des process aussi de référencement des petites entreprises qui soient un peu différents et adaptés justement à ce type d'acteurs. Donc on s'est un peu réformé aussi en interne, on s'est remis en question pour rendre possible ce sas de communication entre interne et externe et start-up et grands groupes. Et puis c'est pareil sur les contrats, et j'en finirai là, les contrats, il faut qu'ils soient courts, il faut qu'ils soient simples, il faut qu'ils soient pas trop engageants, et puis il vaut mieux faire 3 contrats plutôt qu'une grosse mission, à la fois par rapport au flux de trésor, et puis pour répartir le risque à la fois pour la start-up comme pour le grand groupe. Des choses assez simples, une expérience qui fonctionne, des projets engagés, des contrats de coopération signés, ça fonctionne. Et je suis chaque jour très heureux de voir qu'on peut participer à la création de valeur ensemble pour le tissu économique français. Et en plus sur un sujet sensible et passionnant qu'est la santé. Merci.